En décembre 1945, 5 avions américains survolent l'océan Atlantique avec 14 hommes à bord pour une mission d'entraînement de routine. Le temps est magnifique, le ciel dégagé, tout semble normal. Soudain, la voix du commandant retentit à la radio. « Nous ne voyons pas la Terre. Il semble que nous ayons perdu notre chemin. » Puis, une autre voix, troublée et effrayée. « Nous ne pouvons pas trouver l'Ouest. Tout semble étrange, même l'océan. » À la base de Fort Lauderdale, les pilotes tentent de communiquer avec les avions et envoient des instructions. « Dirigez-vous vers l'Ouest. Le soleil est devant vous. Suivez-le. » Personne ne répond. Les voix s'affaiblissent, puis disparaissent. Un dernier message. « Nous entrons dans des eaux blanches. Nous sommes complètement perdus. » Puis, le silence. 5 avions et 14 hommes disparaissent. Un avion de sauvetage est immédiatement envoyé avec 13 hommes à bord. Leur mission, retrouver les pilotes disparus. Après 20 minutes de vol, l'avion de sauvetage disparaît à son tour. En une seule journée, 27 hommes et 6 avions s'évanouissent sans laisser de traces. La marine américaine lance la plus grande opération de recherche de son histoire. 300 avions, 18 navires et des sous-marins fouillent 300 000 miles carrés d'océan. 5 jours de recherche intensive et le résultat, rien. Le rapport officiel de la marine américaine est décevant. Cause inconnue. Ce n'était ni la première ni la dernière fois. 27 ans plus tôt, en mars 1918, un énorme navire nommé USS Cyclope quitte le Brésil en direction de Baltimore avec 306 personnes à bord. Le dernier message envoyé, « Le temps est beau, tout va bien. » Puis, le silence. Aucun appel de détresse, aucune réponse aux communications. Le navire de 165 mètres de long s'évapore, emportant avec lui 306 personnes. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, aucune épave n'a été retrouvée. Cette zone, s'étendant des côtes de Floride à l'île des Bermudes au nord et à Porto Rico au sud, couvre une superficie comprise entre un demi-million et 1,5 million de kilomètres carrés. Dans ce triangle, plus de 50 navires et plus de 20 avions ont disparu, avalés par l'océan. Plus de 8 000 personnes n'en sont jamais revenues. Cette zone n'apparaît sur aucune carte officielle et n'est reconnue par aucun gouvernement, mais les marins et les pilotes la connaissent. Ceux qui y ont perdu un être cher la connaissent aussi. Ils l'appellent le triangle du diable ou le triangle des Bermudes. Chapitre 1. Le début de la malédiction. Christophe Colomb et la mer des âmes. En 1492, 3 petits navires naviguent dans l'océan Atlantique avec 90 hommes à bord. Leur commandant est un Italien nommé Christophe Colomb. Leur objectif, atteindre l'Asie en passant par l'Ouest. Aucun d'eux ne sait qu'ils traversent la zone la plus dangereuse de l'océan. Mi-septembre, après des semaines de navigation, les choses deviennent étranges. La première chose qui arrive concerne les boussoles. La boussole est l'outil le plus important pour un navigateur. Elle indique où se trouve le nord. La boussole de Colomb commence à se comporter de manière erratique. L'aiguille, qui devrait pointer vers le nord, commence à osciller, indiquant parfois une direction complètement différente. Les marins sont terrifiés. Si les boussoles ne fonctionnent pas, comment sauront-ils comment rentrer? Colomb est aussi inquiet, mais il cache sa peur. Son équipage est sur le point de se mutiner. Cette même nuit, Colomb voit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Une énorme boule de feu tombe du ciel et frappe la mer. Les marins
la voient aussi. La terreur se répand sur les 3 navires. Qu'était cette boule? Peut-être une météorite, mais les marins de l'époque ne connaissaient pas les météorites. Pour eux, c'était un signe du ciel, un avertissement, un présage de malheur. Les choses ne s'arrêtent pas là. Des semaines plus tard, en octobre, un jour avant d'atteindre la terre ferme, Colomb voit autre chose, une lumière faible qui se déplace dans le lointain, montant et descendant comme la flamme d'une bougie tenue par quelqu'un qui marche. Mais il n'y a pas de terre ici, pas de personne qui pourrait tenir une bougie au milieu de l'océan. Qu'était cette lumière? Colomb ne sait pas. Il la note dans son journal et continue. Avant ces lumières et cette boule de feu, Colomb a fait face à autre chose qui a fait croire à ses marins qu'ils allaient mourir. La mer des Sargasses. La mer des Sargasses n'est pas une mer au sens traditionnel. Elle n'a pas de côte. Elle est entourée de courants océaniques de tous côtés. Et ce qui est étrange, ce sont les algues, des algues marines très denses qui couvrent la surface de l'eau, s'étendant sur des centaines de kilomètres, donnant à l'eau l'apparence d'une terre verte. Lorsque les navires de Colomb sont entrés dans cette zone, le vent a cessé, les navires se sont arrêtés, ils étaient piégés. Les marins ont regardé autour d'eux, de l'eau verte dans toutes les directions, pas de vent, pas de mouvement, et les algues s'enroulaient autour des navires. Ils ont cru que les algues allaient les entraîner dans les profondeurs, que cette mer étrange allait les engloutir. Certains ont commencé à prier, d'autres à pleurer, et d'autres à maudire. Colomb a dû utiliser toutes ses compétences de leadership pour les garder calmes. Finalement, le vent est revenu, les navires ont bougé et ils ont été sauvés. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les marins qui sont retournés en Espagne ont raconté des histoires sur la mer qui avale les navires, sur les boussoles folles, sur les lumières étranges dans la nuit. Au fil des siècles, cette zone a acquis une réputation terrifiante. Mais ce qui est arrivé à Colomb n'était que le début, car l'océan dans cette zone n'a pas seulement effrayé les marins. Chapitre 2. Le jour où le ciel a disparu. Le vol 19. Le 5 décembre 1945, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée 3 mois plus tôt. L'Amérique est victorieuse. Les soldats rentrent chez eux et l'armée poursuit ses entraînements de routine à la base navale de Fort Lauderdale, sur la côte de Floride. 5 avions de type TBM Avenger se préparent au décollage. Ces avions étaient les meilleurs torpilleurs de la marine américaine, puissants et fiables, conçus pour détruire les sous-marins. À bord des 5 avions, 14 hommes. Le commandant de l'escadrille était le lieutenant Charles Carroll Taylor, âgé de 28 ans, un pilote expérimenté avec 2500 heures de vol. Il a servi dans le Pacifique pendant la guerre et connaît le vol comme il connaît son nom. Les autres pilotes étaient des stagiaires, mais pas des débutants complets. Chacun d'eux avait au moins 300 heures de vol, dont 60 sur ce type d'avion. La mission est simple, un vol d'entraînement appelé « Problème de navigation numéro 1 ». Le plan est le suivant, décoller de Fort Lauderdale, se diriger vers l'est au-dessus de l'océan, atteindre une zone appelée Hen and Chickens Shoals dans les îles Bahamas, y larguer des bombes d'entraînement, puis se diriger vers le nord, puis vers l'ouest et retourner à la base. Un vol en forme de triangle. La distance totale est d'environ 300 miles. La durée prévue,
est d'environ 2 heures. Le temps est magnifique, le ciel est dégagé, la visibilité est bonne, aucune tempête n'est prévue. Tout est normal, tout est routinier, tout est naturel. À 14h22, les 5 avions décollent. Au début, tout se passe comme prévu. Les avions atteignent la zone d'entraînement, larguent leurs bombes factices et effectuent leurs manœuvres. Vers 15h, l'un des pilotes demande la permission de larguer une dernière bombe, obtient l'autorisation et la largue. La première mission est terminée avec succès. Il est temps de rentrer. À 15h01, une voix étrange perce la radio de la base. Ce n'est pas la voix du lieutenant Taylor, mais celle d'un autre pilote parlant à son commandant. « Je ne sais pas où nous sommes. Il semble que nous ayons perdu notre chemin. » Après ce dernier virage, qu'est-il arrivé? Un pilote stagiaire perdu, c'est possible. Mais le lieutenant Taylor est là. Il va résoudre le problème. Quelques instants plus tard, la voix de Taylor se fait entendre. « Nous ne pouvons pas voir la Terre. Il semble que nous soyons sortis de notre route. C'est étrange. La zone où ils se trouvaient était pleine de petites îles. Ils auraient dû voir quelque chose. » Le lieutenant Robert Cox, qui volait près de la côte de Floride dans son propre avion, a entendu le message et a tenté de les aider. Ici, vol 74. Qui appelle? Donnez votre position pour que nous puissions vous aider. Un court silence, puis la voix de Taylor à nouveau. Ici, vol 19. Je suis au-dessus de la Terre, mais elle est brisée. Je pense être au-dessus des Florida Keys, mais je ne sais pas à quel point je suis au sud, et je ne sais pas comment arriver à Fort Lauderdale. Les Florida Keys sont une chaîne d'îles au sud de la Floride. S'il est au-dessus d'elle, il est dans la mauvaise direction. Mais attendez, quelques minutes plus tôt, ils étaient au-dessus des îles Bahamas, à l'est de la Floride. Comment ont-ils soudainement pu se retrouver au sud? Le lieutenant Cox lui donne des instructions. Si vous êtes au-dessus des Keys, dirigez-vous vers le nord. Vous arriverez à Miami. Mais Taylor ne répond pas. Au lieu de cela, il se dirige vers le nord-est. Pas vers le nord, vers le nord-est, dans la mauvaise direction. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Taylor avait complètement tort. Il n'était pas au-dessus des Keys. Il était au-dessus des Bahamas, exactement là où il devait être. Mais sa boussole était défectueuse et il pensait être ailleurs. S'il s'était dirigé vers l'ouest, il aurait atteint la Floride en 20 minutes. Mais il s'est dirigé vers le nord-est, loin de la terre, profondément dans l'océan ouvert. Et les autres pilotes l'ont suivi. À 16h30, la situation empire. Les communications deviennent intermittentes. Les voix vont et viennent, parfois claires, parfois juste du bruit. La voix de Taylor réapparaît. « Nous ne sommes pas sûrs de notre position. Nous pensons être à 225 miles au nord-est de la base. 225 miles, c'est très loin. » À la base, les officiers commencent à s'inquiéter sérieusement. Ils essaient de les contacter, d'envoyer des coordonnées, de les guider. Mais Taylor n'entend pas clairement, ou peut-être ne fait-il pas confiance à ce qu'il entend. À 17h, le soleil commence à se coucher, le temps se gâte, les nuages s'accumulent, le vent se renforce et le carburant commence à manquer. Les avions Avenger ont du carburant pour environ 5 heures. Ils ont décollé à 14 heures. Il est maintenant 17 heures. 3 heures se sont écoulées. Il en reste 2, peut-être moins. À 17h50, à la base, ils parviennent enfin à déterminer une position approximative de l'escadrille, au nord des îles Bahamas, loin de la côte,
au-dessus de l'océan ouvert. Ils essaient d'envoyer cette information à Taylor, mais la communication est mauvaise. Taylor a peut-être entendu, peut-être pas. Ce que nous savons, c'est qu'il a finalement commencé à se diriger vers l'ouest, dans la bonne direction, mais trop tard. À 18h06, le dernier message clair du lieutenant Taylor. Tous les avions, rapprochez-vous les uns des autres. Quand le carburant d'un avion descendra en dessous de 10 gallons, nous atterrirons tous ensemble. Atterrir dans l'océan, dans l'obscurité, dans une tempête, ce n'est pas un atterrissage, c'est un suicide. Mais quelle était l'autre option? À 19h07, le dernier contact enregistré du vol 19. La voix d'un des pilotes stagiaires, peut-être le lieutenant Bossy, parlant à Taylor. La voix est faible et intermittente, mais les mots sont clairs. Nous entrons dans des eaux blanches, rien ne semble naturel, nous sommes complètement perdus. Des eaux blanches? Qu'est-ce que cela signifie? La mer devient parfois blanche à cause de l'écume lors de tempêtes violentes ou à cause des eaux peu profondes au-dessus des sables. Mais il n'y a pas d'eau peu profonde au milieu de l'océan, et il n'y a pas d'explication à pourquoi tout semble étrange. Après ce message, le silence. Plus de communication, plus de voix, rien. À la base, la panique. 5 avions, 14 hommes, perdus dans l'obscurité au-dessus de l'océan. Il faut faire quelque chose immédiatement. Vers 19h30, une décision urgente est prise. Envoyer des avions de sauvetage. 2 avions de type PBM Mariner, de grands avions conçus pour la recherche et le sauvetage au-dessus de l'océan, sont ordonnés de décoller. Le premier avion s'appelle Training 49, avec 13 hommes à bord. Il décolle à 19h27 de la base navale de Banana River. Sa mission, se diriger vers la dernière position connue du vol 19, rechercher des survivants. L'avion décolle et après 20 minutes, il disparaît. Le deuxième avion, qui a décollé quelques minutes plus tard, signale une énorme explosion dans le ciel. Un pétrolier naviguant dans la zone signale la même chose. Une boule de feu dans le ciel, puis des débris tombant dans l'eau, puis une tache d'huile à la surface de la mer. L'avion de sauvetage a explosé. 13 autres hommes sont morts. 27 hommes, 6 avions en une seule journée ont disparu. Ce qui s'est passé ensuite a été la plus grande opération de recherche et de sauvetage de l'histoire de la marine américaine. 300 avions, 4 destroyers, 18 autres navires. Plusieurs sous-marins ont recherché dans 300 000 miles carrés d'océan et de golfe. 5 jours de recherche intensive. Résultat, rien. Ils n'ont trouvé ni un seul corps, ni un seul morceau d'avion, ni un seul radeau de sauvetage, ni une seule tache d'huile. 6 grands avions, 27 hommes se sont évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. L'enquête menée par la marine américaine a duré des mois. Ils ont étudié tous les enregistrements audio, analysé toutes les données, interrogé tous les témoins. La conclusion, le lieutenant Taylor s'est trompé sur sa position. Ses 2 boussoles étaient défectueuses. Il a cru être au-dessus du golfe du Mexique et s'est dirigé vers l'est pour atteindre la Floride. Mais il était déjà à l'est de la Floride, donc chaque pas vers l'est l'éloignait davantage de la Terre. Quand le carburant a été épuisé, l'avion s'est posé dans l'océan. Les avions Avenger sont très lourds. Ils coulent en moins d'1 minute lorsqu'ils touchent l'eau. Les hommes qui ont survécu à l'impact ont fait face à une eau froide, des vagues hautes et des requins. Ils n'avaient aucune chance.
Cette explication est logique, mais la mère du lieutenant Taylor a refusé cette conclusion. Elle a refusé que son fils soit blâmé. Elle s'est battue pendant des années, a déposé des plaintes, a demandé une réouverture de l'enquête. Finalement, la marine a modifié le rapport. Le nouveau verdict, cause ou circonstance inconnue. 3 mots, une reconnaissance officielle qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au rapport officiel, car cet incident du vol 19 a créé la légende. En 1950, 5 ans après l'incident, un journaliste nommé Edward Van Winkle Jones a écrit un article dans le Miami Herald parlant de disparitions mystérieuses au large des côtes de Floride, mentionnant le vol 19 et d'autres incidents. L'article s'est répandu. En 1964, un écrivain nommé Vincent Gaddis a écrit un article dans le magazine Argosy, donnant à la zone le nom de triangle mortel des Bermudes. Le nom est resté. En 1974, un écrivain nommé Charles Berlitz a publié un livre entier intitulé « Le triangle des Bermudes ». Le livre est devenu un best-seller et l'image du triangle des Bermudes est née. Mais Berlitz et Gaddis n'ont pas inventé le mystère. Les disparitions étaient réelles. Le vol 19 était réel. Les 27 hommes étaient réels. Leur disparition sans trace était réelle. Et la question posée par le dernier message reste sans réponse. Nous entrons dans des eaux blanches. Tout semble étrange, même l'océan. Qu'ont vu ces hommes avant de disparaître? Pourquoi l'océan semblait-il étrange à un pilote expérimenté qui l'avait survolé des centaines de fois? Quelles sont ces eaux blanches? Personne ne le sait et personne ne le saura jamais, car la mer a gardé son secret. Chapitre 3. La plus grande catastrophe maritime. Le cyclope Mars, 1918, la Première Guerre mondiale fait rage. Les sous-marins allemands sillonnent l'océan Atlantique, traquant et coulant les navires des Alliés sans pitié. La marine américaine a besoin de chaque navire, de chaque tonne de carburant, de chaque morceau de métal. Un énorme navire nommé USS Cyclops se prépare à prendre la mer. Le Cyclope, nommé d'après les cyclopes de la mythologie grecque, était l'un des plus grands navires ravitailleurs de la marine américaine. 165 mètres de long, 20 mètres de large, 19 000 tonnes. Sa mission principale était de transporter du charbon pour ravitailler les navires de guerre en carburant. Mais lors de ce voyage, il transportait quelque chose de différent. 11 000 tonnes de minerai de manganèse. Le manganèse est un métal vital dans la production d'acier et l'acier est utilisé pour fabriquer des armes en temps de guerre. Cette cargaison valait plus que de l'or. Le navire quitte Rio de Janeiro au Brésil le 10 février, destination Baltimore aux États-Unis. À bord, 306 personnes, 221 marins et officiers de l'équipage et les autres passagers, dont des officiers de marine rentrant chez eux, et des civils, parmi lesquels le consul général américain au Brésil, le commandant du navire et le lieutenant George Worley. C'est ici que les choses deviennent étranges. George Worley n'était pas un homme ordinaire. Né en Allemagne sous le nom de Johann Friedrich George Worley, il a immigré jeune aux États-Unis, s'est naturalisé et a rejoint la marine. Mais il a gardé des traits de caractère étranges. Il était grossier, brutal, portait une canne avec laquelle il frappait parfois, criant sur son équipage sans raison. Les marins ne l'aimaient pas, les officiers ne le respectaient pas. Même l'officier exécutif adjoint a été placé en détention pendant le voyage
en raison d'un différend mineur avec le capitaine. Cet officier était le seul à bord à avoir de l'expérience dans le stockage du minerai de manganèse. Il a été confiné dans sa cabine et la cargaison est restée sans surveillance experte. Le navire quitte le Brésil, fait une halte à Bahia pour prendre le courrier, puis continue vers le nord. Le 3 mars, il atteint l'île de la Barbade, dans les Caraïbes. Cet arrêt n'était pas prévu. L'un des moteurs du navire était en panne. Le capitaine Worley voulait le réparer, ou peut-être obtenir des approvisionnements supplémentaires. Personne ne sait exactement. Ce que nous savons, c'est que le consul américain à la Barbade a envoyé un télégramme étrange à Washington. Je n'ai pas de preuves précises, mais je crains un sort pire que le naufrage. Peut-être en raison d'une méfiance instinctive envers le capitaine d'origine allemande. Un sort pire que le naufrage? Que voulait-il dire? Le consul soupçonnait-il quelque chose chez le capitaine d'origine allemande en temps de guerre avec l'Allemagne? Le télégramme n'a jamais été expliqué. Le 4 mars 1918, le Cyclope quitte la Barbade. Le dernier message envoyé. Le temps est beau, tout va bien. Puis, le silence. Le navire aurait dû arriver à Baltimore le 13 mars. Il n'est jamais arrivé. Ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Rien. Aucun message, aucune communication, aucun signal de détresse. La marine commence à s'inquiéter. En avril, il déclare que le navire est en retard, puis les recherches commencent. Des navires américains et français fouillent les routes maritimes entre la Barbade et Baltimore. Ils ne trouvent rien, pas une seule épave, pas un seul corps, pas un seul radeau de sauvetage, pas une seule tache d'huile. Un navire de 165 mètres de long s'est évaporé. Le 1er juin 1918, le secrétaire adjoint de la marine, Franklin Roosevelt, qui deviendra plus tard président des États-Unis, déclare officiellement que le Cyclope a été perdu et que tous ceux à bord sont considérés comme morts. 306 personnes, la plus grande perte de l'histoire de la marine américaine en un seul incident sans combat. Un record qui tient toujours aujourd'hui. Que s'est-il passé pour le Cyclope? Personne ne le sait, mais les théories sont nombreuses. Théorie 1. Les Allemands. La guerre faisait rage. Les sous-marins allemands coulaient tout sur leur passage. Peut-être qu'un sous-marin allemand a repéré le Cyclope, a lancé une torpille et l'a coulé. Logique? Oui. Mais après la guerre, lorsque les Allemands ont ouvert leurs archives, personne n'a trouvé de mention du Cyclope. Aucun rapport sur sa vue, aucun rapport sur son naufrage. Rien. Les Allemands eux-mêmes ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vu. Si ce n'était pas les Allemands, alors qui? Théorie 2. La trahison. Le capitaine Worley était d'origine allemande. Beaucoup de son équipage aussi. Peut-être que Worley a trahi l'Amérique. Peut-être qu'il a livré le navire aux Allemands. Peut-être qu'il a navigué vers un port allemand secret. Cette théorie s'est répandue à l'époque. Mais encore une fois, les Allemands ont dit non. Ils ont cherché dans leurs archives. Ils n'ont trouvé aucune preuve de la réception d'un navire américain. Et si le navire avait été livré aux Allemands, où est-il allé? Où est l'équipage? Où sont les passagers américains qui n'auraient jamais accepté la trahison? La théorie ne tient pas. Théorie 3. L'effondrement structurel. Le Cyclope transportait 11 000 tonnes de minerai de manganèse. C'est une charge très lourde, plus lourde que ce pour quoi le navire avait été conçu. Et le manganèse est un matériau dangereux.
Si la cargaison s'est déplacée à l'intérieur du navire en raison de vagues élevées, par exemple, elle aurait pu déséquilibrer le navire, le faire pencher, le faire chavirer et couler. Pire encore, le manganèse est acide. Les vapeurs qu'il dégage peuvent corroder la structure du navire de l'intérieur, affaiblir les poutres en acier qui soutiennent la construction. Il y a des preuves de cela. 2 autres navires de la même classe que le Cyclope, le Proteus et le Nereus, ont également disparu, plus tard, en 1941. Tous 2 transportaient des cargaisons similaires. Tous 2 ont disparu sans laisser de traces. 3 navires de la même classe, 3 disparitions mystérieuses. Peut-être y avait-il un défaut de conception. Peut-être que les cargaisons lourdes étaient trop pour eux. Peut-être que l'acide a rongé la structure de l'intérieur. Peut-être qu'ils se sont brisés en 2 et ont coulé en quelques secondes. Si c'est le cas, où est l'épave? Où sont les bouées de sauvetage qui auraient dû flotter? Où sont les corps? Le navire transportait 306 personnes, des canots de sauvetage, des gilets de sauvetage, du matériel flottant. Rien n'a jamais été retrouvé. Comment un navire de cette taille peut-il disparaître sans laisser la moindre trace à la surface de l'eau? Théorie 4. La tempête. Le 10 mars, 6 jours après le départ du Cyclope de la Barbade, une tempête violente a frappé la région de Virginia Capes. Cette zone se trouve sur la route du navire. Peut-être que le Cyclope est entré dans la tempête. Peut-être que des vagues géantes l'ont frappé. Peut-être que, avec sa structure affaiblie et sa lourde cargaison, il n'a pas résisté. Mais une tempête le 10 mars et le navire aurait dû arriver le 13. S'il a coulé le 10, cela signifie qu'il avait parcouru une grande distance depuis la Barbade. Mais personne ne l'a vu après la Barbade. Aucun autre navire n'a signalé l'avoir vu. Il n'a pas contacté de port, n'a envoyé aucun message. 7 jours de navigation dans un silence total, étrange. Théorie 5. Le triangle des Bermudes. La zone où le Cyclope a disparu est celle qui sera plus tard connue sous le nom de triangle des Bermudes, entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Y a-t-il quelque chose dans cette zone qui avale les navires? Une force inconnue, une anomalie magnétique, un phénomène naturel que nous ne comprenons pas? C'est une question à laquelle nous reviendrons. Mais pour l'instant, la seule vérité confirmée est que le Cyclope a disparu. 306 personnes ont disparu avec lui et aucune trace n'a été retrouvée. Après plus de 100 ans, le navire est toujours porté disparu et les familles de ceux qui ont perdu leurs proches n'ont jamais obtenu de réponse. Le secrétaire de la marine américaine de l'époque, Josephus Daniels, a écrit dans son rapport annuel « Il n'y a pas eu de mystère plus déroutant dans les archives de la marine que la disparition du Cyclope en mars dernier. » Après 107 ans, cette phrase est toujours vraie. Chapitre 4. Les navires fantômes. Quand l'équipage s'évapore, il existe un autre type de disparition, encore plus étrange et plus effrayant. Des navires qui n'ont pas disparu, mais dont les équipages ont disparu. Des navires trouvés naviguant seuls, la nourriture sur la table, les affaires personnelles en place. Tout semble normal, sauf qu'il n'y a plus d'humains. Les humains se sont évaporés, comme si une main invisible les avait pris sur le pont et emmenés dans un endroit inconnu. Ce sont les histoires des navires fantômes. Carol A. Deering, janvier 1921. Un grand navire à voile nommé Carol A. Deering navigue au large des côtes de Caroline du Nord.
Le navire est magnifique, 5 mâts, une construction solide, construite seulement 2 ans plus tôt. Fin janvier, un homme dans le phare de Cape Lookout voit le navire passer. Un marin crie depuis le pont. « Nous avons perdu nos ancres !» L'homme dans le phare essaie de communiquer par radio, mais son équipement est en panne. Il ne peut alerter personne. Le navire continue sa route. 2 jours plus tard, le 2 février, un autre navire repère le Carroll A. Deering, échoué sur les rochers de Diamond Shoals, une zone de récif dangereux au large de la côte. Le navire semble intact, les voiles sont déployées, aucun dommage apparent. Mais il n'y a personne sur le pont. Le temps était mauvais. Il a fallu des jours avant que la garde côtière puisse atteindre le navire. Lorsqu'ils sont montés à bord, ils ont découvert une scène étrange. La nourriture était sur la table, un repas prêt à être mangé. Les chats, oui, il y avait des chats sur le navire, étaient vivants. Mais l'équipage, 12 hommes, avait disparu. Tous les canaux de sauvetage manquaient. Tous les effets personnels des marins manquaient. Les équipements de navigation, les boussoles et les journaux de bord manquaient. Le gouvernail était attaché, comme si quelqu'un avait voulu que le navire continue à naviguer seul. Que s'est-il passé? Pourquoi l'équipage a-t-il quitté un navire en bon état? Où sont-ils allés? L'enquête a duré des années, sans trouver de réponse. Les théories sont nombreuses. Pirates, mutins, contrebandiers d'alcool actifs à cette époque en raison des lois de prohibition. Mais aucune preuve n'a été trouvée. Les 12 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Le Carroll A. Deering est devenu connu comme le navire fantôme de la côte extérieure. L'un des plus célèbres mystères maritimes de l'histoire américaine. Marie Céleste, décembre 1872. Le navire Marie Céleste quitte New York le 7 novembre, destination Gênes en Italie, avec une cargaison de 1701 barils d'alcool industriel. À bord, 10 personnes, le capitaine Benjamin Briggs, sa femme Sarah, leur petite fille Sophia, âgée de 2 ans seulement, et 7 marins. Briggs était un capitaine respecté, expérimenté, connaissant bien la mer. Le navire a pris la mer par beau temps. Moins d'1 mois plus tard, le 5 décembre, un navire britannique nommé Dei Gratia naviguait entre les Açores et le Portugal. Son capitaine, un homme nommé David Morehouse, voit un navire au loin. Le navire se déplaçait de manière étrange, oscillant, semblant hors de contrôle. Morehouse regarde avec ses jumelles, reconnaît le navire. C'est la Marie Céleste. Et il connaissait le capitaine Briggs. C'était son ami. Ils avaient dîné ensemble à New York 1 semaine avant le départ des 2 navires. Quelque chose n'allait pas. Morehouse envoie certains de ses hommes monter à bord de la Marie Céleste. Ce qu'ils ont trouvé est devenu l'un des plus célèbres mystères de l'histoire. Le navire était en bon état. Certaines voiles étaient déchirées, un peu d'eau dans la cale, mais aucun dommage sérieux. La cargaison, les barils d'alcool étaient en place. Seuls 9 barils étaient vides sur les 1701. Les effets personnels du capitaine et de sa famille étaient en place. Vêtements, outils, même les jouets de la petite Sophia. La nourriture et l'eau suffisaient pour 6 mois. La dernière entrée dans le journal de bord était datée du 4 novembre, 10 jours avant la découverte du navire. Mais il n'y avait aucune trace d'être humain. Le capitaine, sa femme, sa fille, les 7 marins, 20 personnes se sont évaporées. Le seul canot de sauvetage manquait.
Une longue corde était attachée à l'arrière du navire, traînant dans l'eau, comme si quelque chose y avait été attaché, puis s'était détaché. Que s'est-il passé? Pourquoi un capitaine expérimenté quitterait-il son navire en bon état? Pourquoi emmènerait-il sa femme et sa fille dans un petit canot de sauvetage au milieu de l'océan? Pourquoi ne prendrait-il pas de nourriture et d'eau s'il prévoyait de s'enfuir? Les théories sont nombreuses. Pirates, mais rien n'a été volé. Mutinerie, mais aucun signe de violence. Tempête, mais le navire est intact. Explosion de vapeur d'alcool. Peut-être. Certains scientifiques pensent qu'une fuite des barils d'alcool a rempli l'espace de vapeur inflammable, qu'une petite étincelle a provoqué un bang, pas une explosion réelle, mais assez pour effrayer l'équipage, qui a cru que le navire allait exploser et a fui dans le canot de sauvetage, l'a attaché au navire avec une longue corde pour attendre. Puis, la corde s'est rompue et le navire a continué sans eux. Cette théorie est logique, mais reste une théorie. Il y a une chose importante à savoir. La Marie Céleste a été trouvée près des Açores. Ce n'est pas dans le triangle des Bermudes. La Marie Céleste était de l'autre côté de l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres du triangle. Mais lorsque la légende du triangle des Bermudes s'est répandue dans les années 1960 et 1970, les écrivains et les journalistes ont associé la Marie Céleste au triangle. Pourquoi? Parce que l'histoire est captivante, qu'elle s'intègre bien dans le récit, qu'un navire fantôme plus un triangle mystérieux équivaut à une histoire qui se vend. C'est une leçon importante. Tout ce que vous entendez sur le triangle des Bermudes n'est pas vrai. Certaines histoires sont réelles. D'autres ont été ajoutées plus tard pour amplifier la légende. Mais cela ne signifie pas que le triangle n'est pas réel, car il y a eu d'autres navires fantômes qui se sont réellement produits à l'intérieur du triangle, comme l'Ellen Austin en 1881. Ellen Austin, 1881. Le navire Ellen Austin naviguait de Londres à New York, quelque part au nord de la mer des Sargasses, dans la zone du triangle. Le capitaine a vu un autre navire. Le navire inconnu naviguait de manière étrange, oscillant, sans direction claire. Le capitaine nommé Griffin s'est approché prudemment et a observé le navire pendant 2 jours entiers. Aucun mouvement à bord, personne ne se montrait. Finalement, il a envoyé certains de ses hommes monter à bord. Le navire était abandonné, sans équipage, mais intact, sa cargaison en place. Un navire fantôme. Le capitaine Griffin a décidé de saisir l'opportunité. Le navire abandonné était une aubaine. Il pouvait être remorqué jusqu'à New York et vendu. Il a envoyé certains de ses hommes pour le naviguer. Les 2 navires ont pris la mer ensemble, puis une tempête les a séparés. Lorsque le temps s'est calmé, l'Ellen Austin a cherché le navire fantôme et l'a retrouvé, mais les hommes que le capitaine avait envoyés avaient disparu. Le navire était de nouveau abandonné. Quelque chose les avait pris. Il existe différentes versions de ce qui s'est passé ensuite. Certaines disent que le capitaine a envoyé un second équipage qui a également disparu. D'autres disent que le capitaine a refusé de tenter à nouveau et s'est enfui. La vérité, personne ne la connaît avec certitude. Les registres de cette période sont incomplets et l'histoire s'est transmise oralement avant d'être écrite. Mais le navire Ellen Austin est mentionné dans les registres de Lloyd's of London, la plus célèbre compagnie d'assurance maritime au monde. Le navire était réel. L'histoire est-elle réelle?
On ne peut pas en être sûr à 100%, mais elle est racontée depuis plus de 140 ans. Witchcraft, 1967. Une histoire récente, survenue en 1967, est peut-être la plus effrayante. Le 22 décembre, la veille de Noël, Dan Burak, un homme d'affaires riche de Miami, décide d'emmener son ami en promenade en mer. Son bateau de luxe, le Witchcraft, est petit, 23 pieds, mais équipé des dernières technologies et surtout équipé d'un système de flottabilité spécial. Le bateau est conçu pour ne pas pouvoir couler, même s'il est rempli d'eau, il restera à flot. Burak et son ami, le père Patrick Hogan, quittent le port de Miami. Le plan, aller à une courte distance, 1 mile seulement du rivage, pour voir les lumières de Noël sur la côte. Une courte promenade, sûre et agréable. À 21h, Burak appelle les gardes-côtes. Sa voix est parfaitement calme, sans panique, sans peur. Nous avons heurté quelque chose. L'hélice est endommagée. Nous avons besoin d'être remorqués. Puis, il donne sa position. À 1 mile du rivage, près du phare. Les gardes-côtes répondent « Nous arrivons ». Ils partent immédiatement, arrivent en 19 minutes. Ils ne trouvent rien, pas de bateau, pas d'hommes, pas de débris. Le mile d'eau qui les séparait du rivage les a avalés. Les gardes-côtes ont cherché toute la nuit. Le lendemain matin, ils ont élargi les recherches. Avions, navires, plongeurs ont fouillé 1200 miles carrés. 6 jours de recherche. Résultat, rien. Pas un morceau de bois, pas un gilet de sauvetage, pas une tache d'huile. Un bateau qui ne peut pas couler a disparu sans laisser de traces, à 1 mile du rivage, en 19 minutes ou moins. Ces histoires, le vol 19, le Cyclope, le Carol A, Deering, l'Helen Austin, le Witchcraft, ont un point commun, la disparition totale. Aucune trace, aucune preuve, aucune explication. L'océan dans cette zone avait des règles différentes. Il y avait quelque chose qui prenait les gens et ne les rendait pas. Mais est-ce réel? Y a-t-il vraiment quelque chose d'étrange dans le triangle des Bermudes? Ou tout cela n'est-il que coïncidence, exagération et légende? Chapitre 5. Que dit la science? Le triangle des Bermudes est une zone réelle, d'une superficie immense, comprise entre un demi-million et 1,5 million de kilomètres carrés. Il est situé dans l'une des zones les plus fréquentées par la navigation maritime et aérienne au monde. Des milliers de navires le traversent chaque année. Des centaines d'avions le survolent chaque jour. Avec un tel trafic, il est naturel que des accidents se produisent. Mais les accidents dans cette zone sont-ils plus fréquents qu'ailleurs? La réponse officielle est non. Les gardes-côtes américains déclarent qu'il n'y a aucune preuve que les disparitions dans le triangle des Bermudes soient plus nombreuses que dans toute autre zone de taille et de trafic similaire. La NOAA, Administration nationale océanique et atmosphérique, dit la même chose. Lloyd's of London, la plus grande compagnie d'assurance maritime au monde, déclare qu'elle n'impose pas de primes supplémentaires pour les navires traversant le triangle, car il n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Statistiquement, le triangle n'est pas exceptionnel, mais les accidents qui s'y produisent sont souvent étranges. Disparition totale, absence d'épave, messages finaux mystérieux. Pourquoi? La science propose plusieurs explications. Les vagues scélérates. Dans l'océan, des vagues énormes, appelées vagues scélérates ou vagues tueuses, peuvent parfois se former. Elles peuvent atteindre 30 mètres de haut, un mur d'eau apparaissant soudainement sans avertissement. Le triangle des Bermudes
est une zone où plusieurs courants marins se rencontrent et les tempêtes peuvent venir de plusieurs directions en même temps. Cela crée des conditions idéales pour la formation de vagues scélérates. Un navire frappé par une vague de 30 mètres peut chavirer en quelques secondes. Si le navire est grand, comme le Cyclope, il peut se briser en deux. L'eau entre dans le navire, qui coule alors très rapidement, sans laisser le temps d'envoyer un signal de détresse ou de mettre les canaux de sauvetage à l'eau, et les débris se dispersent. Le Gulf Stream. Le Gulf Stream est l'un des courants marins les plus puissants au monde. Il commence dans le golfe du Mexique, traverse le détroit de Floride, puis se dirige vers le nord, le long de la côte est des États-Unis. Sa vitesse peut atteindre 9 nœuds, ce qui est très rapide pour un courant marin. Tout débris tombant dans l'eau est rapidement emporté, pouvant parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours. C'est pourquoi on ne retrouve pas d'épave, car les débris ne restent pas en place. Ils se dispersent, coulent et disparaissent. Le gaz méthane. Sous le fond marin, dans certaines zones, il existe d'énormes dépôts de méthane gelés, appelés hydrates de méthane. Dans certaines conditions, comme un petit séisme ou un changement de pression, ce gaz peut être libéré soudainement. D'énormes bulles de méthane remontent à la surface. Que se passe-t-il lorsqu'une bulle de gaz géante se forme sous un navire? L'eau remplie de bulles est moins dense que l'eau normale. Le navire, qui flottait, ne peut soudainement plus flotter et coule rapidement sans raison apparente. Cette théorie est fascinante, mais il y a un problème. Il n'y a aucune preuve qu'une explosion majeure de méthane se soit produite dans le triangle des Bermudes à l'époque moderne. La dernière activité majeure de ce type dans la région remonte à environ 15 000 ans. Donc, la théorie est scientifiquement possible, mais il n'y a aucune preuve qu'elle ait expliqué un incident réel. La déviation de la boussole. Les boussoles indiquent le nord magnétique, mais le nord magnétique n'est pas le même que le nord géographique réel. Il y a une différence appelée déclinaison magnétique. Dans la plupart des régions du monde, les navigateurs connaissent cette différence et en tiennent compte. Mais le triangle des Bermudes est l'un des 2 seuls endroits sur Terre où le nord magnétique et le nord vrai sont presque identiques. On appelle cette ligne la ligne Agone. Un navigateur qui ne connaît pas ce phénomène peut être confus, pensant que sa boussole fonctionne correctement, alors qu'en réalité, elle a besoin d'un ajustement différent de ce à quoi il est habitué. Cela peut expliquer pourquoi le lieutenant Taylor, commandant du vol 19, s'est perdu. Mais les pilotes et les marins professionnels connaissent cela, s'y entraînent, et la technologie moderne, comme le GPS, a complètement dépassé ce problème. Pourtant, les accidents ont continué, même à l'époque moderne. Le triangle des Bermudes est une zone sujette aux ouragans. La saison des ouragans s'étend de juin à novembre. Mais même en dehors de cette saison, la région est connue pour ses tempêtes soudaines qui se forment rapidement, frappent violemment, puis disparaissent. Un navire ou un avion au mauvais endroit au mauvais moment peut être détruit. Et surtout, à cette époque, avant les satellites et les radars modernes, la prévision météorologique était très difficile. Beaucoup de navires et d'avions sont entrés dans des tempêtes dont ils ignoraient l'existence. L'erreur humaine. C'est peut-être l'explication la plus importante. La mer est dangereuse.
l'aviation est dangereuse. Même les meilleurs capitaines et pilotes commettent des erreurs. Le lieutenant Taylor était un pilote expérimenté, mais il a mal évalué sa position. Le capitaine du Cyclope a peut-être surchargé son navire. Le propriétaire du Witchcraft a peut-être rencontré un problème qu'il n'a pas pu gérer. De petites erreurs dans un environnement impitoyable peuvent conduire et Conclusion scientifique. La science dit qu'il n'y a rien de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Les disparitions peuvent être expliquées par une combinaison de facteurs naturels et d'erreurs humaines. Vagues, scélérates, courants puissants, tempêtes soudaines, déviations de boussole, décisions erronées. Tout cela ensemble explique pourquoi des accidents se produisent et pourquoi on ne retrouve pas d'épave. Mais une question reste. Si tout est naturel, pourquoi cette zone en particulier a-t-elle acquis une telle réputation? Pourquoi le triangle des Bermudes et non un autre endroit? La réponse est peut-être un mélange de vérité et de fiction. Les accidents sont réels, les gens sont vraiment morts, les navires et les avions ont vraiment disparu. Mais la manière dont ces histoires ont été racontées a été amplifiée par les journalistes et les écrivains, qui ont ajouté des détails, omis d'autres, et lié des incidents sans rapport. La Marie Céleste a été trouvée à des milliers de kilomètres du triangle, mais elle a été incluse dans la liste. Des accidents ayant des explications claires ont été présentés comme des mystères. En 1975, un écrivain et enquêteur nommé Larry Kusch a publié un livre intitulé « Le mystère du triangle des Bermudes est résolu ». Il a passé en revue tous les incidents célèbres, recherché les archives originales, comparé les faits avec ce qui avait été écrit et a découvert des choses étonnantes. Certains navires qui étaient censés avoir disparu sans laisser de traces avaient en réalité des épaves retrouvées, mais les livres l'avaient ignoré. Certains accidents qui étaient censés s'être produits par beau temps s'étaient en réalité produits lors de tempêtes violentes. Certains navires qui étaient censés avoir disparu dans le triangle avaient en réalité disparu ailleurs. Kusch n'a pas dit que tous les incidents étaient faux. Il a dit que la manière dont ils avaient été racontés était trompeuse. Cela signifie-t-il que le triangle des Bermudes n'est qu'un mythe? Pas tout à fait, car certains incidents sont bien réels et n'ont jamais été expliqués. Le vol 19, le Cyclope, le Witchcraft, ce ne sont pas des légendes. Ce sont des incidents documentés avec des témoins, des registres officiels, et les questions qu'ils soulèvent restent sans réponse complète. Peut-être que la vérité est entre les deux. Le triangle n'est pas une zone surnaturelle. Il n'y a pas de force mystérieuse, pas de monstres marins, pas d'extraterrestres. Mais c'est une zone réellement dangereuse, un mélange de facteurs naturels qui rendent les accidents plus probables et plus catastrophiques. Et la mer garde toujours ses secrets. Même avec toute la technologie moderne, nous perdons encore des navires et des avions. Nous échouons encore à trouver des épaves. Nous restons encore impuissants face à la puissance de l'océan. Et la preuve en est que les disparitions n'ont pas cessé. Chapitre 6. Le triangle tue encore. Vous pensez que le triangle des Bermudes est une histoire du passé? Vous pensez que la technologie moderne a résolu le problème? Détrompez-vous. El Faro, 2015. Un grand navire de transport nommé El Faro, long de 291 mètres,
avec une cargaison de milliers de tonnes de marchandises et de voitures, et 33 personnes à bord, l'équipage complet. Le 1er octobre, il quitte Jacksonville en Floride, à destination de Porto Rico, un trajet habituel qu'il a effectué des dizaines de fois. Mais cette fois, il y a un ouragan, l'ouragan Joaquin. Le capitaine savait qu'il y avait un ouragan, mais il a décidé de continuer, pensant pouvoir le contourner ou le traverser. Il s'est trompé. L'ouragan s'est transformé d'une tempête tropicale en un ouragan de catégorie 3 à une vitesse incroyable. L'El Faro s'est retrouvé au cœur de la tempête. Le 2 octobre, le navire a envoyé un signal de détresse. Nous avons perdu la propulsion. Nous gîtons. Nous avons besoin d'aide. Puis, la communication a été coupée. Les recherches ont duré des jours. Ils ont trouvé quelques débris, des gilets de sauvetage, des conteneurs. Un mois plus tard, ils ont trouvé le navire à une profondeur de 15 000 pieds, retourné à l'envers au fond de l'océan. La boîte noire a été récupérée, les dernières voix de l'équipage enregistrées, des cris de terreur, le son de l'eau envahissant le navire. 33 personnes sont mortes. Aucune de leurs dépouilles n'a été retrouvée. L'enquête a révélé la vérité. Le capitaine a commis une erreur, a pris une mauvaise décision. Le système météorologique du navire avait 21 heures de retard. Il ne donnait pas de données réelles. Si le capitaine avait su la véritable puissance de l'ouragan, il aurait peut-être changé de route, mais il ne le savait pas. Il est entré dans l'enfer. L'El Faro a coulé à l'intérieur du triangle des Bermudes. La cause n'était pas une force surnaturelle, une erreur humaine, un temps meurtrier, une technologie obsolète. Les mêmes raisons qui ont coulé les navires il y a 100 ans. Mitsubishi MU-2, 2017. Un petit avion de type Mitsubishi MU-2, avec 4 personnes à bord. La propriétaire Jennifer Blumin, une femme d'affaires prospère, ses 2 enfants, âgés de 3 et 4 ans, et son ami, le pilote Nathan Ulrich. Il décolle de Porto Rico en direction de la Floride. L'avion atteint une altitude de 24 000 pieds. Tout est normal, puis disparaît des radars. Les contrôleurs de Miami tentent de les contacter. Aucune réponse. L'avion s'est évaporé. Les recherches ont duré des jours. Ils ont trouvé quelques débris près de l'île d'Eleuthera aux Bahamas, mais les 4 personnes, la mère, les 2 jeunes enfants, le pilote, n'ont jamais été retrouvés. Bateau de migrants. 2020. Un petit bateau de 29 pieds quitte l'île de Bimini aux Bahamas, direction Lantana et Worthington en Floride. À bord, 20 personnes. Le temps est bon, le bateau n'arrive pas, n'envoie pas de signal de détresse, ne contacte personne, disparaît. Les gardes-côtes recherchent sur 17 000 miles carrés, 48 heures de recherche. Ils ne trouvent rien. Pas de bateau, pas de débris, pas de corps. 20 personnes se sont évaporées. Ce qui est étrange dans cet incident, c'est que les identités des passagers n'ont jamais été révélées. Personne ne sait qui ils étaient. Personne ne sait pourquoi ils étaient sur ce bateau. Certains pensent qu'il s'agissait de migrants illégaux. D'autres pensent qu'il s'agissait de trafiquants. Mais il n'y a aucune preuve, aucune réponse. Un mystère dans un mystère. SS Cotopaxi, 1925-2020. Une histoire différente, celle d'un navire revenu d'entre les morts. Le SS Cotopaxi, un navire de transport, a disparu en 1925, transportant du charbon de Charleston à Cuba. Il a envoyé un signal de détresse. Nous coulons. Puis, il a disparu. Aucune trace n'a été retrouvée.
il est devenu l'une des disparitions les plus célèbres du triangle des Bermudes, au point d'apparaître dans le célèbre film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, comme un navire revenu d'un autre monde. Mais la réalité est plus étrange que la fiction. En 2020, après 95 ans de disparition, une équipe de chercheurs a annoncé une découverte, l'épave d'un navire que les plongeurs connaissaient depuis des années sous le nom de épave de l'ours, au large des côtes de Floride, est en réalité le SS Cotopaxi. Le navire qui avait été avalé par le triangle était là tout le temps, à seulement 35 miles du rivage. Que signifie cela? Cela signifie que le Cotopaxi n'a pas disparu dans des circonstances mystérieuses. Il a coulé lors d'une tempête près de la côte, relativement proche. Mais comme la technologie de l'époque était primitive, ils ne l'ont pas trouvé. Et comme l'histoire était captivante, elle a été ajoutée à la légende du triangle. Voilà le vrai triangle des Bermudes. Un mélange de vérité et de fiction, d'incidents réels, de mystères réels, d'une zone réellement dangereuse transformée en légende. Mais le danger est réel. La mort est réelle. Et les questions sans réponse sont réelles. Le triangle des Bermudes, 5 siècles de mystère, de la boussole folle de Colomb en 1492 au bateau qui a disparu avec 20 personnes en 2020, plus de 50 navires, plus de 20 avions, plus de 1000 personnes. Certains, nous savons ce qui leur est arrivé, tempête, erreur, accident. D'autres, nous ne savons pas. Le Cyclope avec 306 personnes n'a jamais laissé de traces après 107 ans. Le vol 19 avec 27 hommes est toujours au fond de l'océan, à un endroit que nous ne connaissons pas. Le Witchcraft a disparu à 1 mile du rivage et on n'a même pas trouvé un morceau de bois. La science dit que tout peut être expliqué. Vagues scélérates, courants puissants, temps changeant, erreurs humaines. Et peut-être que la science a raison. Peut-être qu'il n'y a rien de surnaturel. Peut-être que chaque disparition a une raison logique, même si nous ne l'avons pas découverte. Mais la mer ne se soucie pas de notre logique. La mer ne s'explique pas. La mer prend et ne rend pas. Et les familles qui ont attendu sur le rivage n'ont jamais obtenu de réponse. La mère du lieutenant Taylor s'est battue pendant des années pour innocenter son fils, mais elle n'a jamais su où se trouvait son corps. Les 306 familles qui ont perdu leurs proches sur le Cyclope n'ont même pas pu les enterrer. Est-ce que je crois qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes? Franchement, non. Je crois que l'océan est une force immense. Je crois que la nature est plus forte que nous. Et je crois que nous aimons les mystères parce qu'ils nous rappellent que nous ne savons pas tout. Mais quand je lis le dernier message du vol 19, nous entrons dans des eaux blanches, tout semble étrange, même l'océan. J'ai des frissons. Qu'ont-ils vu? Qu'est-ce qui a rendu l'océan étrange pour un pilote qui l'avait survolé des centaines de fois? Je ne sais pas. Et peut-être que personne ne le saura jamais. La leçon de cette histoire, respectez la nature, ne sous-estimez pas la mer, ne pensez pas que la technologie vous protégera de tout. Les anciens marins le savaient, ils priaient avant chaque voyage. Respectez l'océan. Nous avons oublié, nous avons cru que nous avions maîtrisé la nature, et le triangle des Bermudes nous rappelle que ce n'est pas le cas. Conclusion. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres histoires, d'autres mystères,
d'autres voyages, et je suis là pour vous les raconter. Ou alors, tonta tonta, l'histoire est terminée.